Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous 2 formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur Le Grenier pour un épisode que j'enregistre avec Dorine Hype. Alors c'est pas Hype, mais c'est Hype, est-ce que je me trompe pas? C'est exactement ça, ouais. C'est bien ça? Ouais, Hype. Comme les Parce que j'ai un problème avec les noms de famille, je fais que me planter. Ouais. Donc, oui c'est vrai, ouais. Bon, en tout cas, on a voulu recevoir Dorine sur le podcast parce qu'elle a beaucoup de casquettes qui nous intéressent. Avec son mari, elle investit dans l'immobilier, ça c'est une chose. Elle a un podcast, elle a un accompagnement, elle a des formations. Bref, ils sont multicartes dans le monde de l'investissement. Et du coup, j'ai envie de découvrir tout ça et surtout cette joie de vivre aussi que j'ai pu écouter dans d'autres podcasts et de découvrir Dorine et son univers m'intrigue beaucoup. Donc, bienvenue Dorine. Je suis ravie Mickaël que tu m'aies invité, donc je suis ravie d'être là. Alors, on a l'habitude de commencer le podcast où les gens nous donnent leur état civil, nom, prénom, âge, situation familiale, tout. On veut tout savoir. Sur toi, on t'écoute. Alors, je m'appelle Dorine Hype, comme tu disais, H-I-P-P. Je le dis parce que c'est le nom de famille que personne n'arrive à comprendre à chaque fois que je le dis, mais c'est la vie. J'ai 36 ans. En vrai, je sais jamais, il faut que je recalcule à chaque fois. Je suis ingénieure informatique en termes de diplôme de départ dans la vie. Ouais. Et je suis donc mariée avec 3 enfants et un enfant à venir. Voilà. 4 ? Il y a donc 4 ? Le quatrième, il est en route, le 4e. Ah, et combien de mois ? Semaines. Je suis à 4 mois. Oh, les semaines, je sais pas. C'est déjà, je sais pas mon âge, alors demande pas le nombre de semaines de ma grossesse. Je sais pas. Mais 4 mois. À peu près. Ouais. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut communiquer parce que ceux qui n'ont pas d'enfants ou oui. Au bout de 3 mois, c'est généralement la barrière un peu mentale, psychologique. Ce qui est normal, parce qu'il peut tout arriver. Donc tout va bien. Tu as fait la première écho, j'imagine. Ouais, nickel. Tout est en route. Vous connaissez le sexe ou non? Vous voulez pas le savoir? Un petit garçon, ouais. Parce que la fratrie, elle est composée. J'ai garçon, fille, garçon. Voilà. Garçon, fille, garçon. 3 garçons et une fille, ouais. Oh là là. Voilà. Et voilà. elle aura sa garde rapprochée. Voilà. Ok, super. Alors du coup, pour te découvrir davantage, c'est quoi un petit peu ton parcours Ingé, ok, mais quel est le lien avec l'IMO? Est-ce que dans ta famille ou dans ton parcours peut-être scolaire ou professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier? Alors, au départ, moi je suis la bonne élève qui fait pas de vagues, normale quoi. J'avance, je bosse, je fais prépa parce que à chaque fois on me disait ça t'ouvre des portes, tu prends pas de décision, t'avances et puis tu restes large. Donc j'ai fait prépa, école d'ingénieur en informatique parce que je savais que tout ce qui était physique, chimie, c'était pas trop mon truc. Moi j'aime bien les trucs abstraits, les maths, les trucs conceptuels, donc ça me plaisait bien. Et ensuite j'ai essayé de monter des boîtes mais j'y arrivais pas. Juste après l'école, c'était la mode des startups. J'avais fait. C'est toujours la mode, hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, à mon époque, c'était la mode. Mais dans ma tête, moi, ça m'est passé de mode, tu vois. Oui, je comprends. C'était l'époque où tu devais faire des levées de fonds, tu devais. Voilà. C'est toujours le cas. On dirait que ça donne un ancien temps, Dorine. Mais à l'époque, j'avais 24-25 ans, quoi. C'était à 10 ans pour moi. Ça me paraît et dans quel domaine? J'avais lancé un site de rencontre à l'époque et ensuite j'avais abandonné et ensuite j'étais sur des histoires pour enfants sur iPad. Ça c'est bien ça. Ouais, mais bon, je me sentais pas hyper alignée parce que les écrans et les enfants, mais c'était par association, enfin c'était un truc un peu voilà. Et au final. Après, t'as l'Uni qui est sorti, t'as d'autres trucs maintenant aujourd'hui sans écran, parce que nous Oui. Ils sont top, hein. Ouais.
Voilà, donc tout doucement, ça a évolué et donc finalement, ça a pas marché à chaque fois et du coup, je me suis dit: «Bon, Dorine, on arrête les bêtises là, ça va 5 minutes de pas gagner d'argent en essayant de monter une boîte. Donc maintenant, ce Hmm. que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un job salarié et puis tu vas bosser dans une start-up». Non, Ce qui était très bien, ouais, voilà. ouais, Voilà, ingénieur, ils appelaient ça product manager, c'était le ouais. titre du poste. Ça, j'aimais bien. Tu vois, tu conçois les logiciels, tu réfléchis, où tu mets tes boutons, tu dois réfléchir à gérer les équipes informatiques. Moi, j'aimais bien faire ça. Mais mon côté entrepreneur était trop fort parce qu'en fait, tu vois, tu te sens vite frustré, même si c'est une start-up, c'était pas si flexible que ça. Ouais, j'avais besoin de plus de stimulation et en fait, finalement, j'ai trouvé mon échappatoire en investissant en immobilier à côté du job salarié. Ça a Parce été que un peu... c'était quoi comme boîte dans laquelle tu bossais? Alors, c'était l'AdTech. Donc, c'était vraiment pour ceux qui savent pas, l'AdTech, c'est toutes les technologies autour de la publicité. D'accord, ah ouais, Les publicités, du coup, en ligne, les applis, tous les fonctionnements de pub. Voilà. d'accord, C'était ok. enrichissant, mais c'était pas non plus l'alignement de dingue sur comment je me voyais dans la vie sur le long terme, quoi, tu vois. Ouais, tu te régalais pas. C'était alimentaire, on peut dire ça ou? Ouais, après j'aimais bien, parce que moi j'aime bien tout ce qui est stimulation intellectuelle, donc c'était quand même très Hmm. stimulant. Mais tu te dis juste, même si c'est stimulant, voilà, voilà, j'ai pas envie de mourir à 80 ans et me dire, bah j'ai bossé dans la publicité toute ma vie. Parce que si on Ouais. remet du contexte, là, t'avais quel âge? C'était quelle période? C'est 24, Là, 26? j'avais entre 27, 29, 30, ouais, dans les eaux-là, jusque 30, 32, quoi. Ok, Ouais, 5 ans. Et là, ça m'a permis de faire les investissements immobiliers avec Cyril, avec qui je n'étais pas encore mariée. ouais. Et on s'est donc lancé au départ pour le premier immeuble en mode, bon, faut qu'on fasse quelque chose, un truc pas trop bête non plus, quand même quelque chose de rentable. Ça a Tu vois, été quoi le déclic de l'IMO? Parce que souvent les gens, l'IMO, c'est en France, c'est naturel, on se dit, mais d'investir dans le locatif, c'est un peu moins naturel, parce que souvent c'est Pinel, Studio, T2, et ce qui est encore moins naturel, c'est les immeubles. Qu'est-ce qui a fait un peu le déclic familial, professionnel? alors le déclic, c'est la pression sociale des parents et de la famille et des amis qui ont Ouais, tous déjà acheté quelque chose, une résidence principale ou bien du locatif, en général ouais. plutôt de la résidence principale. Et en fait, Cyril, passé le cap des 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai rien, je suis le seul de mon groupe social à avoir absolument aucun immobilier, faut qu'on fasse quelque chose. Donc en fait, c'est juste la pression sociale qui nous dit il faut qu'on fasse quelque chose. C'est fou ça, cette pression sociale. Ouais. Et puis bon, tu te dis, il y a quand même un truc, c'est vrai, 30 ans, t'as rien. Tu sais, tu te dis, oh, faut peut-être que je fasse quand même un truc, tu vois, on va pas rester comme ça, à vivre comme des gamins, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et en fait, on a hésité à acheter une résidence principale à Paris, parce qu'on était dans le centre de Paris, et on Ok, a très vite compris que une résidence principale à Paris, ça coûte cher, t'es endetté jusqu'au cou, ouais. et je voyais pas de perspective de sortie. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que Hmm. j'avais ce sentiment, bah ça veut dire, ok, ça veut dire que Dorine, là, tu te ranges et tu vas faire comme tout le monde. Et puis, tu vois, il y avait les hola dans mon cœur. Oh, non, 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 non. Non, non, Ouais. c'est trop, trop classique, là, ça va pas. Et Il y avait une frustration. ouais, et puis, tu vois, nous, on avait des ambitions. On se disait, un jour, on partira à l'étranger, on fera des trucs. Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire d'une RP à Paris? Ça va être bloquant, ça va être pénible et tout. Et on s'est dit, restons le plus libre possible, faisons du locatif. Comme ça nous fixe pas à un endroit, on pourra quand même bouger, avoir des opportunités à l'étranger peut-être. Faisons du locatif. Ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà. C'est comme ça vraiment le point de départ. Parce que Cyril aussi était dans le même mood de frustration que toi, ou pas du tout? Il y a eu un différé entre vous deux? Parce que souvent, l'investissement, c'est souvent une histoire de départ de couple. Moi, ça a été mon cas. Ça a été Ouais. mon cas. Donc, je sais que pour beaucoup, c'est ça. Mais souvent, il y a un décalage. Souvent, il y en a un des deux pas qui commence, mais qui se dit, qui est un peu le moteur, alors que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, mais qui est un peu le lead là-dessus, et qui se dit, attends, si on allait voir un peu comment on fait du locatif en France, il y a des solutions. Bah, en fait, nous, on a eu de la chance, je pense, parce qu'on a été vite sur la même longueur d'onde. En fait, avant qu'on ait des enfants et qu'on était en couple, Mhm. Cyril, il réfléchissait de son côté tout seul. Moi, ça me paraissait
je m'en fichais, quoi. Et puis comme on n'avait pas encore d'enfants, tu vois, on était un couple qui s'aimait, mais on n'était pas encore dans une optique sur le long terme, c'est sûr que ça va marcher. Alors si on investit ensemble et qu'on se sépare après, ça va être galère. Donc en fait, tu sais, on était dans cette optique-là, tu sais, t'es dans une phase de flottement où... La vie, quoi. Ouais, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu notre premier enfant et on s'est dit, mais de toute façon, là, on est pieds et mains liés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de notre vie, même si on se sépare, on devra dealer ensemble et trouver des solutions. Donc là, maintenant, c'est bon, on peut acheter un bien immo ensemble parce que, bon, bah, au pire, on aura un enfant et un bien immobilier à gérer à deux. Mais on sera. On avait compris qu'entre guillemets, quoi qu'il arrive, maintenant, c'était fichu. Si on se séparait, on devrait quand même s'entendre, quoi. Donc. À un moment donné, en tout cas le mieux possible. Et donc là, c'est là qu'on s'est dit, bah en fait, l'investissement immobilier, on va le faire ensemble. Et on a fait nos démarches, on a fait, on connaissait pas grand-chose, tu vois. On a fait le Pinel, on a fait des rendez-vous avec des avocats fiscalistes, l'expert comptable pour comprendre la fiscalité. Vous êtes parti loin là. Ouais, Oh là là. on a cheminé C'est bien. tranquillement. Ouais, on a cheminé, on avait plein de peurs, on essayait de comprendre. Et en fait, au fil en aiguille, il s'avère que moi, j'ai un père qui a fait de l'investissement immobilier. Okay. À titre en vente aux enchères en Allemagne. Donc c'est vraiment un autre business model, des autres façons de faire des prêts. Tout était différent. Et qu'est-ce que tu en as retiré de ça, de cette expérience? Il me disait tout le temps, oh là là Dorine, franchement, j'aurais dû acheter un immeuble. Parce qu'il avait 15 appartes à droite à gauche. C'était un bazar pas possible avec des copros à gérer dans tous les sens. Et il me disait, oh là là, si j'avais su, j'aurais dû acheter un immeuble. Il me disait ça, tu vois. Il me disait ça. Et on s'est dit, ça se trouve, il a raison. Visitons un immeuble à Metz pour voir et comparer par rapport à un studio à Paris. On faisait des visites de studio et on s'est rendu compte que pour le même prix, t'as un immeuble à Metz qui rentre 2 fois plus de loyer. Pourquoi là, Metz? Parce que c'est ma ville natale. C'est ma ville natale. Non, mais voilà, c'est facile, c'est mais normal. Facile et normal. Facile et normal. 1h20 de Paris en TGV, pratique. On s'est dit, je connaissais parce que j'avais fait mes études là-bas. Ok. Enfin, mon début d'études là-bas, je connaissais les quartiers. J'étais rassurée. Tu vois, quand tu connais un petit peu la ville, ça fait quand même du bien plutôt que de rien connaître du tout. C'est primordial. C'est primordial. Et surtout quand tu es profil parisien, c'est-à-dire 100% des profils parisiens qui veulent investir se posent la question de qu'est-ce que je fais comme type d'investissement? Est-ce que c'est première couronne ou est-ce que c'est province? Et bien, souvent, le match, la province le remporte parce que les marchés sont pas les mêmes et les rendements sont pas les mêmes. Donc, oui. Voilà, normal. Et donc, du coup, vous avez l'étude de marché que vous avez faite à Metz. Qu'est-ce que vous avez dit? Par quoi vous avez commencé? Mais en fait, nous, je pense au départ, on était les plus gros froussards de la Terre. Hein. On était des gens vraiment... tu vois, on avait peur. Mais en même temps, les chiffres... disait ce qu'il y avait à dire. Tu vois, il y avait... pour le même prix, t'avais 2 à 3 fois plus de loyer que le studio à Paris. Donc, tu vois, il n'y avait pas à tergiverser. Donc, on savait que c'était vers là qu'il fallait qu'on aille. Et il y a vraiment eu ce moment aussi dans ton cœur. Enfin, moi, je pense un peu à l'intuition, mais tu te dis, est-ce que je veux être le gars plan-plan qui signe un papier pour un bien pas très rentable? Ou est-ce que j'ai envie de partir dans l'aventure d'un immeuble à rénover? On n'est pas plus bête qu'un autre, on n'y connaît rien, mais on va bien apprendre. Puis, tu sais, je me dis, l'eau, c'est des tuyaux avec de l'eau qui emmènent l'eau d'un point A à un point B. L'électricité, c'est pareil. Il y a rien de sorcier non plus, quoi. Tu vois, c'est le côté ingé qui parle, là. Ah oui, bon. Tu vois, mettre des murs qui tiennent. Enfin, tu vois, c'est pas... je pense que c'est complexe, mais c'est pas... Mais tu dis que vous étiez froussard. Vous étiez froussard. Alors, je reprends tes mots, c'est pas pour être médisant, mais vous étiez froussard. Vous êtes à Metz, donc un secteur que tu connaissais historiquement, mais pas plus. Comment vous en êtes venu à ne plus être froussard et à tenter, malgré tout, la thèse d'investissement, parce que j'aimerais que tu me développes ta thèse d'investissement avec Cyril, de se dire, OK, on fait un immeuble. Parce que c'est pas naturel de dire, je fais un immeuble. Déjà, en effet, il y avait l'influence de mon père qui m'avait dit c'est galère à gérer plein de petits appartes. Ok, ouais. Voilà. Deuxièmement, je m'étais vraiment posé la question, Dorine, est-ce que tu as envie d'être le gars lambda qui signe un papier et en immobilier qui, au final, termine sa vie avec 3 appartes en locatif et sa résidence principale? Ou est-ce que tu te vois, genre en mode Donald Trump,
Empire Immobilier. Ah ouais, de suite. Ouais, mais moi, j'avais qu'un seul investisseur immobilier que je connaissais, c'était Donald Trump. Hein. Tu vois, moi, ma culture immobilière, elle était là. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. Oui, oui. Non, mais bon, c'est pas l'exemple forcément à prendre en compte, mais Ouais, c'est vrai qu'il mais a fait beaucoup d'IMO. Ouais, ouais, je à comprends. l'époque, enfin, du coup, donc tu dis, Ouais. et tu te dis, mais est-ce que Donald Trump, il achèterait un Pinel? Bah non, il achèterait pas un Pinel, tu vois, il achèterait Ah un non, immeuble. lui il vend le Pinel, c'est pas pareil. C'est ça, c'est Oui. exactement ça. Ah oui, oui. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, non, je veux être l'homme d'affaires, la femme d'affaires. J'ai pas envie d'être le dernier petit maillon de la chaîne qui a 3 invests à la fin de sa vie. Donc, en fait, je me suis vraiment, tu vois, dit, il faut qu'on fasse le cap. Et Ouais. on s'est aussi dit, tout simplement, bah, en faisant tous nos calculs, si jamais on devait payer la mensualité de cet immeuble et qu'on n'arrivait jamais à le louer, au pire du pire, on serait pas à la rue. Tu vois, on arriverait à supporter la mensualité, même si l'immeuble s'écroule, il n'est pas assuré, il n'y a rien qui se passe, et puis on n'a aucun revenu, on doit le rembourser jusqu'à la fin de notre vie. On serait... Heureusement que c'est à Metz, hein, parce que tu aurais été natif de Nice ou de la Côte d'Azur, ça aurait pas été la même. Hein. Bah, en tout cas, nous, on était vraiment stressés que ça se passe pas bien, mais on s'est dit, il faut qu'on Eh saute. oui. Et j'ai vraiment eu cette impression de sauter à l'élastique le jour où on a signé chez le notaire, quoi. On veut dire, on y va, on y va, quoi. D'accord. Et du coup, alors, c'est quoi un peu premier investissement vous avez fait l'étude de marché. Est-ce que tu peux communiquer les chiffres un petit peu pour savoir? Parce que là, ce que tu racontes, c'est comment dire, vous étiez mis en sécurité de la sécurité, c'est-à-dire Ouais. ceinture, bretelles, parachute et tout ce qu'il faut. Pour un premier investissement, c'est vraiment le conseil à donner parce que il faut se sentir à l'aise avec le premier. Le premier est important. Donc, c'était quoi un peu vos chiffres confort que vous étiez en tête? Bah, alors en gros, on avait visité, je pense, le studio à Paris aux alentours de 250 000, 300 000 à l'époque. Et là, l'immeuble Ouais, qu'on a acheté, il était alors affiché à 320 000 et négocié à 273 000. d'accord. Donc on l'a négocié à 273 000 et c'est un immeuble de 150 mètres carrés Ouais. avec un local commercial et 4 appartes, dont dont on a pu faire une coloc de 2. Donc ça nous Ok. fait 5 étudiants, grosso modo à 500 euros par mois. Tu vois, donc ça fait déjà 2005, plus le local commercial à 1000 euros, 3500 euros de loyer, mensualité 2100 euros, parce qu'on a fait 150 000 de travaux, accessoirement. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, tu me disais tout à l'heure que les travaux, c'était pas ça. Si, ouais, t'en as Mais mangé, oh. en fait, on s'est dit, est-ce qu'on veut savoir dans notre vie savoir faire des travaux? C'est quand même trop bien de savoir faire des travaux. Tu vois, tu peux. Là, on a acheté une résidence Ouais. principale. On a pu tout péter, faire à notre sauce. On n'a pas peur de casser un mur porteur, de déplacer un escalier. Enfin, ça Hmm. t'ouvre un champ des possibles dans la vie. Enfin, moi, je trouve ça génial de pas avoir peur de faire des travaux, quoi. Tu peux acheter des ruines pas chères, tu peux les rénover. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Si t'as peur, et donc on s'est dit, bah, en fait, on veut savoir faire des travaux dans notre vie. À un moment donné, il va bien falloir qu'on y passe. Donc, Et du coup, vous avez pris la truelle? alors, pas du tout. Nous, on travaillait tous les deux à temps plein à Paris, donc on était en mode, Eh il oui. faut un maître d'œuvre qui chapeaute le truc. Nous, on est là, il fallait en plus de ça qu'il soit dispo le samedi matin pour faire les points de chantier. Donc, cahier des charges pour le maître d'œuvre strict, parce que nous, Ouais, on n'allait pas prendre des congés à chaque fois pour faire un point de chantier, tu vois. ouais. Et donc, on s'est lancé. Donc, on avait 150 000 de travaux, donc ce qui faisait un total d'emprunt à 420 000. Et à l'époque, c'était en 2016. Ouais, c'est ça, 2016. Et à l'époque, donc, c'était 2100 euros de mensualité sur 20 ans. Donc, on était quand même bien, tu vois. On était quand Donc même ça veut bien. dire que le projet final était à 420 sur 150 mètres carrés. Je sais pas, ça doit faire 2500, peut-être 3000 euros du mètre à peu près fini, c'est ça? Si je Ouais, calcule rapide. 2007, ouais, un truc dans le genre, ouais. Ah, donc, Donc ça veut dire que est-ce que ce projet-là, en fait, la question que les gens peuvent se poser, alors, les auditeurs, alors moi j'ai des éléments de réponse, mais il faut être transparent avec les néo-investisseurs, c'est que projet fini, est-ce qu'il était dans le prix du marché ou un petit peu plus? Comment vous étiez positionné? Et pourquoi il était si peu cher? En fait, on pourrait se dire pourquoi il était à 270 et pas à 400 de suite. C'était quoi le problème à résoudre? alors, il y avait plus. Bah, déjà, il y avait le premier problème à résoudre, c'est que il était vraiment moche et laid sur les photos. Enfin, mais non, mais c'est vrai. Moi, ça me fait Euh, toujours rire quand les photos sont moches. Mais c'est génial, c'est génial. C'est- Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui les trouvent moches et du coup qui s'arrêtent pas là. hmm. Le truc était vraiment délabré. Il y avait quand même 150 000 euros de travaux à sortir. Donc c'est pas rien. Donc ça Ah fait non, une c'est pas enveloppe de rien. budget à 420 000. Moi je trouve que dès que tu dépasses déjà
le cap des 350 000 en général sur un projet IMO, tu t'élimines beaucoup de concurrence. Hein. Tu Ah ouais? t'élimines beaucoup de concurrence. Je trouve que la plupart des projets, en tout cas même les gens qu'on accompagne, le volume des investisseurs, il est entre 150 et 250 000 de budget. Ouais, je peux te confirmer, même sur notre zone, c'est un peu le panier moyen. On a des projets au-dessus, mais c'est effectivement la minorité, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu vois, Ouais, ouais. en dessous, il y a beaucoup de concurrence aussi, c'est dur. En dessous de 150, c'est quand même dur aussi parce que pour le coup, c'est des petits budgets. Il y en a, Ouais. mais c'est Non, c'est dur. 200. 200, tu vois, nous, les demandes qu'on a, c'est souvent les gens, ils nous disent, ouais, alors dans notre zone, c'est des T2 ou des colocs 2 ou 3 chambres, que des budgets aux alentours de 200, c'est ce qu'on nous demande la plupart du temps. Ouais. Donc là, on était sur un budget qui dépassait les 400. Donc en fait, là, tu es déjà sur un secteur où tu limites beaucoup des investisseurs perso, quoi, tu vois. Et en plus de ça, il y avait plein de travaux. Donc tu élimines les Ouais. Parisiens qui n'ont pas envie de faire des allers-retours pour suivre un chantier. Donc tu as des locaux qui étaient peut-être positionnés sur des prix plus bas parce qu'ils étaient sur le marché. Et nous, on s'est dit, mais ça se trouve, tout le monde nous regarde, on a acheté l'affaire la plus pourrie de la rue. On ne connaissait pas si bien que ça le marché, tu vois. On se disait, bon, ça devrait être à peu près bon. En fait, J'ai l'impression quand même que vous avez eu alors c'est pas négatif, mais la chance du vas-y. débutant quand même. Bah oui, C'est. mais en même temps, Non? les chiffres étaient pas mauvais. C'est-à-dire, même si on louait que 400 euros, les 5 pièces, ça faisait 2000 euros pour les 5 étudiants, plus 500 euros le local commercial. Ça aurait été vraiment la loose totale. On était quand même bien, tu vois. Ça aurait fait 2500 euros de loyer pour 2100 euros de mensualité. Bah, rien qu'en scénario catastrophe, c'était pas si mal, tu vois. Donc on s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Tu vois, si les chiffres avaient pas été bons, on n'y serait pas allé. Ouais, mais le chiffre, déjà, rappelle-moi le chiffre de départ de l'achat non négocié. 320, c'était affiché. Donc, 320. donc ça veut dire que vous avez fait une négo de 50. Ouais. D'accord? Moi, j'aime bien dire que dans l'immobilier, il faut faire des offres argumentées. Même si elles sont agressives, il faut qu'elles soient argumentées. Il ne faut pas avoir peur de faire des offres. Même nous, pour nos clients, on en fait, mais elles sont tout le temps argumentées. Et qu'est-ce que vous avez avancé comme argument pour justement baisser de 50K qui fait quand même 10, 15, 20% de baisse, quoi. Donc c'est énorme. Alors, la meilleure offre qu'ils avaient eue, c'était 250. D'accord? Des autres, je savais, il y avait des propriétaires en face qui avaient fait des offres pour l'immeuble. Donc Ouais. nous, on avait peut-être commencé à 260. Je sais plus comment on avait commencé la négo. C'est Cyril qui avait Ouais. mené. Enfin, on l'avait mené ensemble. On aime bien se concerter sur ce genre de sujet. Et en plus de ça, on a eu vraiment de la chance parce que l'immeuble a été squatté entre deux offres, D'accord. entre deux Ouais, contre-offres. ouais. Donc ça aide aussi, tu vois. On Ouais. fait la petite contre-visite et tout. Ah, la porte est ouverte. Ah, il y a un matelas par terre. Tu vois, bon, bah, j'appelle les vendeurs pour leur dire. Oui, très bien, appelez les vendeurs pour leur dire. Tiens, comme ça va leur. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu vois, c'était des personnes âgées. Tu sais, c'est des gens qui préparent leur succession. Il y en a beaucoup, en tout cas sur Metz, mais dans toute la France. Hein, c'est des personnes âgées Ouais. qui ont des immeubles comme ça, qui préparent leur succession, qui les vendent, ou bien des successions tout court. Et donc, en fait, bah voilà, on l'a eu. Après, je t'avoue, c'était il y a 8 ans, alors j'ai plus tous les détails. Le toit était en amiante, à refaire. Ah ouais. Ouais, à refaire. Ouais, il y avait quand Alors même ça rebute. Non, mais ça Ah ouais, rebute, c'était ça. un but. Ouais, ça, c'était vraiment bien moche. Hein. Ça, c'était bien moche. Non, Parce que non. du coup, ça coûte un billet, ça, en plus. Ouais, Sur les ouais. 150 000 euros, ça a dû représenter une bonne partie. Ah bah alors, en l'occurrence, on l'a pas refait. Ah, d'accord. En fait, l'agent IMO passait son temps à dire pendant les visites, Hmm. il faut refaire le toit, il est moche, machin et tout. Donc les vendeurs avaient ça en tête. Donc on avait prévu 50 000 de budget en plus au cas où pour faire le toit. Ok. Et on s'est dit au pire on le sortira de notre poche, mais tant qu'il tient, il tient. Et en fait, on a réussi à trouver un. Ouais, c'est bon, je t'ai perdu, t'es revenu. Ah ouais. Juste, Ouais, non, c'est bon. Je sais pas, ça a bugué. Bon, vas-y, ouais, ouais. Juste, du coup, le toit, vas-y. Ah oui, donc je disais. Attends, je reprends, je sais plus. C'était quoi la phrase exactement que j'étais pour si jamais tu fais du montage. Non, on s'en fout, c'est pas très grave. Moi, Ok. je m'en fous. Tu reprends ton fil, on verra. Ok. Attends, j'étais sur le toit. Ah oui. En fait, ouais, l'agent immobilier, à chaque fois, il nous disait le toit, il faut le compter pour le refaire. En plus, il est amianté. Donc, c'était un toit compliqué. Et en fait, on s'est dit, bon, on va voir ce qu'on va faire. On savait que potentiellement, on aurait 50 000 euros de plus à sortir.
Mais en fait, ce qui se passe, alors j'ai pas dit tout le contexte, je suis désolée, c'est un peu décousu. En fait, au départ, Cyril avait beaucoup de cash de côté, à 30 ans. Moi, j'en avais pas. Donc, lui était à l'aise si jamais il devait sortir 50 000 pour refaire le toit. Moi, j'avais pas 25 000 pour faire moitié-moitié pour ce toit, tu vois. Je les avais pas. J'avais juste de quoi payer les frais de notaire pour qu'on soit à 50-50 sur l'immeuble. Et la chance a fait que nous, on a tout emprunté, du coup, quasiment, on a juste payé les frais de notaire pour qu'on soit à 50-50 sur cet achat. Et c'était Cyril, il avait la trésor au cas où il y avait un problème avec le toit. Et en fait, nous, on a toujours été dans cette optique-là. Et ça, c'est vraiment ma philosophie d'investisseur. C'est que, tu vois, s'il y a un truc qui marche encore, tu vois, le jette pas forcément, tu vois. Essaye déjà de le réparer. Tu sais, ma philosophie. Et ça peut te faire des gains de renta incroyables. Donc, en l'occurrence, le toit, on a trouvé un couvreur qui, pour 5 000 €, 10 000 €, non, même pas, 5 000 €, il a loué la nacelle, fait les petites réparations, tac, tac, et puis le gars, il dit, oh, c'est bon, ça va tenir encore 10 ans, tu vois. Je fais, bah, ok, très bien, tu vois. T'as gagné 10 ans de trésorerie, bah, tu les as pris. Peut-être qu'un jour, tu auras ce mauvais coup de fil qui va te dire, maintenant, il va falloir la changer. Mais moi, j'aime bien le côté garder les anciennes choses et essayer de les réparer. Parce qu'en soi, si ça a fait déjà 50 ans qu'il est là, pourquoi ça ne pourrait pas tenir 10 ans de plus, quoi? Non, cette histoire de toi, c'est quand même assez révélateur qu'à un moment donné, il faut rencontrer des gens qui, à un moment donné, peuvent te faire des économies. Là, c'est la bonne personne qui t'a dit bah, temporiser pour le toit. Parce que souvent, tu vois, nous, en ce moment, je te l'expliquais un peu en off, mais les DPE, on est très câblés là-dessus. Et souvent, on te dit oui, mais vas-y, il y a une réno énergétique de E, il faut faire un gros truc. Non, il y a peut-être juste à changer une poignée thermostatique et tu vas passer de E à D. Et ensuite, si tu vas aller plus loin, on peut y aller. Et souvent, en fait, c'est une histoire de conseils, de petits détails qui font que avec les bonnes personnes, on est bien d'accord, qui te permettent de gagner des centaines, des milliers d'euros. Donc, c'est pour ça que la personne qui t'a dit de temporiser, je pense que c'est quand même un conseil avisé. Donc, du coup, le toit, vous avez gagné 50K mécaniquement. Exactement. C'est quoi la suite ? Et donc, au final, aujourd'hui, typiquement, donc si on conclut sur cet immeuble-là, aujourd'hui, bah, depuis le temps, là, aujourd'hui, il est loué à plus de 4 000 € par mois, quoi. Large, on est à 4 000 €. Il y a un cash flow de 1 500 balles, non ? Ouais, alors après, moi, cash flow, tu sais, moi, je suis prudente. Hein. Moi, je suis investisseur serein, donc j'enlève les charges potentielles de maintenance, plus pourcentage de vacances locatives prévisionnelles. Moi, tu sais, j'aime bien que ce soit carré, donc je considère qu'on a peut-être 700-800 € de cash flow réel dans la poche sur cet immeuble. Mais oui, donc, oui. Serein et prudente. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais oui, on a le cash flow. Mais en tout cas, à l'époque, au moment où on avait terminé les travaux, on était plutôt à 500 €. Parce que la magie, c'est l'augmentation des loyers qui fait que, bah, en fait, au fur et à mesure du temps, ton cash flow s'améliore, alors que ta mensualité, elle bouge pas. Donc moi, en 8 ans, le cash flow s'est bien amélioré. Mais au tout départ, on a eu 500 € de cash flow. Et là, c'est la révélation pour nous, investisseurs parisiens. On se dit, mais attends, truc de dingue. 500 € par mois en plus. Et maintenant, ça tourne. Comment c'est possible ? Bah on ouais. enchaîne, allez, c'est parti. Allez, hop, c'est parti. Et du coup, bah là, on s'est dit, bah, allez, go. En plus, on avait vécu la première fois de notre vie un chantier. Ça nous a plu. On a aimé faire ça. Et donc, en fait, on a enchaîné. On a acheté un deuxième immeuble dans la même rue. Là, c'était off-market parce qu'en fait, c'est ça comme ça que ça fonctionne. C'est que une fois que tu as acheté un beau truc, que l'agent IMO, il est tout content d'avoir vu que tu avais le financement sans problème, et ben là, il t'aime bien. Donc, si tu l'appelles et tu lui dis, en fait, on cherche un nouvel immeuble, et ben le gars, il s'est décarcassé. Il m'a dit, attention, j'ai un immeuble, il n'est pas encore en vente. Bon, les vendeurs, ils veulent pas encore vraiment vendre, mais vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire, je reviens vers vous. Et donc, on faisait des visites. Donc, on visitait pas mal de biens, on faisait pas mal de visites. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il était quand même pas si mal le bien qu'on avait. Il était juste à côté, donc on était rassurés. On savait la demande locative, on savait qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà, on connaissait les architectes du bâtiment de France, du secteur, on savait comment ça allait se passer avec eux. Enfin, tu vois, on s'est dit, bah, on duplique. Une fois que tu sais faire un truc, tu dupliques, quoi. Et voilà. Et donc là, par contre, on a un petit peu moins bien négocié. Parce que voilà, des fois, tu sais, tu veux te précipiter, tu te dis, oh, vas-y, comme ça on avance. Alors, du coup, tu remontes un peu trop vite le prix. Tu vois, je le sais, je pense qu'on a perdu 20 000 balles de négo. Je pense, vraiment.
20 000 balles, après, est-ce que le coût de l'inaction fait que sur le long terme, est-ce que c'était mauvais? Je sais pas. Parce que est-ce que tu n'étais pas aussi en concurrence aussi sur ce coup-là? Non? Bah non, Est-ce justement, qu'avec le recul, il y a du bah non, justement, il était off-market complet, c'est-à-dire que c'est notre agent IMO qui avait réussi à convaincre les vendeurs de vendre parce qu'ils avaient des acheteurs très bien. Donc, D'accord. parce qu'en fait, c'était des vendeurs qui voulaient absolument que ce soit des acheteurs originaires de Metz, qui respectent le patrimoine. Tu sais, il y a des gens comme ça. Ouais. Ah Et non, donc, on en voit beaucoup. ouais. Et tu vois, ils voulaient surtout pas des investisseurs luxembourgeois, ils voulaient surtout pas des entreprises qui vont dénaturer le truc. Tu sais, c'était des gens un peu anti-capitalistes. Donc, ils voulaient être sûrs que ce soit des personnes qui allaient respecter, parce que pour eux, c'était vraiment leur bébé de leur vie, quoi, tu vois. Et Voilà. pour beaucoup. Voilà. Et en plus de ça, ils habitaient dans la maison qui était voisine de l'immeuble qu'on a acheté. Donc, en fait, ils D'accord. sélectionnaient aussi leurs futurs voisins indirectement. Donc en fait, ils avaient cette appétence à vraiment voilà. Et donc en fait, il y avait un boulevard pour nous sur cet immeuble-là. Et là en fait, on a un peu moins bien négocié. On a fait un petit peu trop de travaux, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus payé parce qu'en fait avec le temps, bah tu sais, t'es de plus en plus perfectionniste. Alors tu veux des matériaux un peu mieux, tu veux améliorer ton truc. Et en fait, sans t'en rendre compte, bah tu payes de plus en plus cher tes travaux. Enfin, nous on s'en est rendu compte. Vous êtes embourgeoisé. Exactement. Et en fait, heureusement qu'on a réussi à rattraper sur deux aspects. Premièrement, on a réussi à obtenir un prêt sur 25 ans. Donc ça Ouais. aide bien. Ça a baissé de Ouais. 20% à la mensualité. Donc en fait, c'était énorme. Ouais. Et deuxièmement, on a réussi à faire des colocs dans 3 des appartes, ce qui a Ah ouais, aidé donc ça a dopé la renta. à Ouais. doper la renta. Donc finalement, ça a rattrapé, entre guillemets, le surcoût de travaux et le surcoût d'achat. Du coup, votre thèse d'investissement, c'est immeuble, location longue durée, coloc. Et vous avez tenté le Airbnb ou pas, pas encore ou pas du tout? Alors c'est super drôle, on avait prévu dans cet appart, justement c'est pour ça que les travaux avaient un petit peu flambé aussi, il y avait 2 Ouais. appartements canons, qu'on s'était dit ceux-là on les fait en Airbnb, ils sont trop beaux. Et en fait, il Ouais. s'avère que les travaux ont terminé en mars 2020, quoi. Plein Covid. Ah oui. Ah oui, Ouais. oui, oui, oui. Et puis du coup, on s'est dit, bon, bah laisse Là, tomber. En fait, ça nous a ouais, oui. découragés. On a mis tout en Bah, ligne. normal. Ouais. La période n'était pas évidente, il faut se remettre dans le contexte. En mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde, donc C'est ça. personne n'osait de se toucher, se dire bonjour, donc il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Donc, mais peut-être que vous alliez y venir, non? Non, non, pas du tout. Ou c'est pas prévu? Bah, en fait, on s'était dit, on y reviendra. Ouais. Après, on a acheté le 3e immeuble et on s'est dit, bah attends, d'abord, tu te concentres sur tes achats d'immeubles. Moi, c'est ce que je dis Ouais. souvent aux gens, c'est que quand tu as de la capacité d'endettement, exploite-la à fond, plutôt que d'aller faire des détails, de lancer un appart en Airbnb, ça va te faire perdre une énergie de dingue. Alors qu'il faut que tu te concentres sur développer ton patrimoine. Et on s'était dit, une fois qu'on serait bien endetté, qu'on aurait bien notre parc, là, on pourra s'amuser à lancer des apparts en Airbnb. Et puis, en fait, au final, c'était tellement rentable déjà en longue durée. Il y a tout qui tourne en automatique. On s'est dit, oh, j'ai la flemme. Et puis, en fait, on l'a jamais fait. Mais on a, 8 appartes qui sont vraiment conçus pour la location courte durée, qui peuvent basculer en location courte durée si on le souhaite, parce que tout est prévu pour, tu vois. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas le même métier. Moi, le Airbnb, j'avais fait pas mal au début, avant un peu la hype de quand Booking, en fait, je raconte souvent cette histoire, quand Booking a décidé de lancer pour les particuliers. C'était mais le Far West. Les gens s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, Booking, il y avait Airbnb qui était là depuis un moment, mais Booking a pas switché, mais a fait du B2B, c'est avec les hôtels, mais a lancé des modules. Je me souviens plus de leur nom, mais je crois que c'était Book Sync, un truc comme ça. J'ai un peu j'ai de mémoire. Et en fait, ils ont basculé au B2C. C'était le Far West. Il fallait appeler la plateforme, tout ça. Mais j'ai mis mes premiers apparts en Airbnb à l'époque, Booking, mais je crois que l'algo. J'avais terminé le 15 juin, je m'en souviens. Le 15 juin, c'était 2 apparts à Nîmes. 15 juin, 30 juin, ça m'a rempli mes 3 mois. Ah ouais. Mais bon, c'était la folie, c'était une autre époque. Je sais plus quelle année c'était 2015, 2007, je sais plus, mais c'était la folie, c'était la folie. Mais j'ai eu tellement de travail que j'ai plus voulu refaire de Airbnb. Plus jamais. Ouais. Plus jamais. Donc c'est un autre métier. Mais qui est super. Alors je dis pas que j'y reviendrai pas parce que j'ai d'autres thèses là-dessus, mais il faut savoir que quand tu es dans ta thèse d'investissement et que tu es confort,
Pourquoi changer? Pourquoi changer? Vous êtes bien parce que là, vous avez enchaîné 3 immeubles. Est-ce C'est que ça. du coup, vous allez renchaîner? Vous êtes calmé? Parce que là, on va basculer peut-être sur l'accompagnement, mais il y a aussi la vraie vie. Là, t'as une ferme là d'enfants, là, 4 enfants. Il faut s'en occuper, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mais c'est ça aussi ce qui est bien, c'est que donner un petit peu comment dire, votre couple, de dire comment vous coïncidez tout ça, comment vous rentrez dans les cases. 4 enfants, plusieurs immeubles, de l'accompagnement, du podcast. Bref, on va peut-être structurer la chose, mais du coup, on va peut-être clôturer sur vos investissements. Vous mettez en pause, vous continuez. Comment vous êtes là actuellement là-dessus? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du premier immeuble, moi, j'ai eu mon déclic. Il y a eu l'arrivée du fameux deuxième enfant où j'ai compris que la vie n'allait pas être possible comme je la rêve, avec des enfants, en bossant à temps plein, en s'occupant d'eux correctement, en voulant entreprendre Ouais. à côté. Enfin, je me dis, non, mais là, c'est pas possible, là, ça va pas marcher. Et donc, en fait, Sinon, tu m'expliques, hein? bah, c'est ça. Donc, on s'est dit, ça va pas le faire. Et en fait, Euh, c'est comme si le premier cash flow du premier immeuble, tu sais, ça a ouvert une entrebâillement d'une porte où tu vois de la lumière et tu dis non mais attends, je vais ouvrir la porte là, je vais aller par là. Et donc on a fait le deuxième immeuble qui nous a généré maintenant à peu près 1 000 € de cash flow sur le deuxième immeuble. Et on s'est dit bon là avec 1 500 on peut pas vraiment s'arrêter de bosser, il va falloir qu'on fasse un gros coup. Et le troisième immeuble c'est notre on va dire notre gros coup. C'est le big coup qui nous a permis de sortir parce qu'en fait dis-toi que les 2 premiers immeubles ils sont dans le même secteur. On les a achetés 1 700 € du mètre. Et ouais. là, on a acheté un immeuble de 400 mètres carrés à 1 000 € du mètre, juste à côté, À Metz? à Metz, dans le centre-ville. Putain, mais Metz, ça coûte pas cher, non? C'est pas possible. Alors, normalement, non, un immeuble à rénover, c'est 1 700. 1 700, entre 1 700 et 2 000 à Metz. Ça, ouais, on n'est pas sur la même zone, hein? Mais Ouais. ouais, et en l'occurrence, bah là, 1 000 € du mètre, on a eu la super opération. C'était une maison Ouais. qu'on a découpée en 15 appartements. Donc ça, c'est du gros chantier, hein. C'était pas Ah un petit ouais. chantier. Ouais. Salut Enedis, bonjour les copains, bonjour les délais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça a Non duré, mais ça a duré 2 ans et demi, ah, je pense, jusqu'à ce ouais, que tout soit loué. t'as devancé ma question. 2 ans et demi. Ouais. Parce qu'en plus de ça, on était en plein Covid, donc déjà, il y a eu des retards Ouais. pendant le chantier. Les demandes, évidemment, aux architectes du bâtiment de France, etc. Enfin, tu as toute la partie paperasse à gérer. Faut que tu gères, en effet, ouverture. Enfin, il y a le raccordement électrique qui était pas bon. Donc, on a fait une demande pour péter la voirie. Circulation alternée pour faire venir les fils électriques pour alimenter 15 appartements. Oh punaise. Enfin, non, mais c'était un chantier qui était colossal, en fait. On s'en rend pas compte sur le moment, mais c'était colossal. Ah ben moi, nous qui faisons beaucoup de travaux et qui avons des interactions, et c'est mon associé Loïc qui s'en occupe avec les ABF, Enedis et Enco, moi je le sais, mais c'est vrai que c'est de l'expliquer aux gens, c'est bien. Alors par contre, je le dis, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est pas qu'il faut pas commencer par ce type de projet, mais il faut pas se comparer à Dorine. C'est si vous êtes en phase d'avancer avec ça, il faut le faire, mais soyez câblés, soyez accompagnés, je sais pas, par une entreprise qui sait faire, TCE, je sais pas. Mais c'est quand même du gros chantier et c'est quand même, il faut avoir les épaules, la grinta, l'énergie de le faire. Il faut le dire. Parce que Ouais, vous étiez carrément. quand même un peu barré quand même, 400 mètres Bah, carrés. Ouais. En fait, c'est grâce au précédent qu'on a Et pris ouais, la c'est ça. confiance, tu vois. Et ouais, c'est C'est-à-dire ça. que tu fais un premier chantier de 150 mètres carrés à 150 000 €. Le deuxième chantier, je pense qu'on était plus aux alentours de 300 000 € de travaux. Et là, troisième chantier, je veux pas vous faire peur, mais on était plus à 600 000 € de travaux, hein. Donc Quoi, quasiment ça, à 1 500 du mètre les sur ce mecs, ils truc. font 100% de travaux chaque projet. C'est ça. Donc, non, mais c'est juste pour dire, tu peux pas démarrer un chantier comme ça si t'as aucune expérience. C'est chaud quand même. C'est Non, mais vraiment... ça, Il y a trop de je risques, suis il y a trop d'accord. de risques. Tu vois, nous, c'est parce qu'on avait vraiment commencé à prendre l'expérience. Tu as le réseau en place, tu connais les Ouais. prestataires, tu as viré les moins bons, tu en as trouvé des meilleurs sur le deuxième. Et puis, tu vois, tu peaufines encore ton équipe. Enfin, tu vois, c'est tout un travail. Et en plus de ça, bah, on a pu être libre financièrement parce qu'on savait que dans nos projections, on atteignait la liberté financière avec ce troisième immeuble. Donc, Ouais. on a arrêté avant qu'il soit tout loué. Et Cyril, on a déménagé à Metz et il a suivi aussi le chantier sur place pour ce dernier immeuble. Ah bah ouais, je veux là c'est 600K là, t'imagines? Ouais. C'est carrément une équipe de maîtrise d'œuvre qu'il faut quoi? C'est des budgets de maîtrise d'œuvre. Je veux dire, Ah c'est ouais, des mais gros il chantiers était quoi. tous les jours. Ah, il était tous les jours. Tous les Mais jours. du coup, vous avez trouvé une entreprise tout corps d'état pour vous faire ça? Comment vous êtes? Ou c'est lot par lot? Alors,
Non, ce qu'on a fait, c'est on avait une première entreprise pour le premier immeuble. Ça s'est bien passé. Ouais. On l'a repris pour le deuxième immeuble. Après, tu sais, à chaque fois, c'est des entreprises qui prennent des sous-traitants également. Donc, tu as l'entreprise générale, tu as l'équipe de sous-traitants. Il y a des sous-traitants avec qui ça se passe moins bien. Puis nous, on commence à savoir, attends, lui, tu le gardes, lui, on le veut plus pour le prochain chantier. Enfin, voilà. Mais on avait un interlocuteur parce qu'on était à Paris, on pouvait pas faire autrement. Et pour le troisième immeuble, on avait à la fois notre maître d'œuvre avec qui on avait eu l'habitude de travailler pour les 2 premiers chantiers, mais en plus, Cyril passait sa vie sur le chantier pour faire double vérification que ça avance vraiment bien, quoi. Mais tu sais quoi, c'est primordial ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, les gens ce que ne savent pas, c'est parce que là, on va faire un petit focus responsabilité travaux, c'est que les gens sont maîtres d'ouvrage quand ils font les travaux. Et c'est qu'en fait, la responsabilité est au maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, lui, s'il y a un problème, un défaut de paiement d'une société ou que sais-je, c'est ciao, il s'en occupe pas. Et les gens croient qu'ils payent des gens. C'est comme les experts comptables ou les commissaires aux comptes. Tout le monde croit que s'il y a une erreur, c'est la faute du commissaire aux comptes. Mais pas du tout. La faute, ça revient à toi. Donc en fait, il faut aussi savoir remettre un peu la responsabilité de chacun. Et malheureusement, quand il y a un défaut, c'est le maître d'ouvrage qui le prend. Donc, mais bien, sur 600 cas, il a raison. Hein. J'espère qu'il a dormi dedans, non, de temps en temps. Presque. Pas loin, mais c'était marrant parce qu'en fait, on avait quitté notre travail en mode ça y est, on est libre financièrement. J'allais avoir le troisième enfant. Et puis en fait, je dis mais c'est dingue, on est libre sur le papier, mais je te vois jamais, quoi. En fait, on se croisait, quoi. Tu vois, le matin il se levait, il déposait les enfants à l'école, il devait partir sur le chantier. Le midi, il avait pas le temps de manger, il prenait un sandwich parce que je sais pas quoi, il y avait des rendez-vous, des machins, des checks. Enfin, c'était un temps plein pour Cyril en réalité sur 8 mois minimum. Nouvelle série TMC, 3 immeubles et un divorce. Voilà. Mais non, mais vraiment. Bah moi tu sais, nous on n'est pas un couple, enfin on est un couple ça se passe bien, tu vois, on est assez, tu vois, tu sais, il y a des gens, je le dis, mais tu penses que à la retraite, tu sais, il y a des gens qui divorcent parce que ils s'entendent plus, hein. Mais ils s'entendent plus, mais en fait nous quand on a arrêté de bosser, tu sais, on a chacun nos trucs, on vit notre vie et ça se passe super bien, tu vois. Bon, bah écoute, magnifique. C'est pas un podcast psychologie de la famille, mais voilà. Non, mais je blague parce qu'en fait, tu as entièrement raison, c'est que la manière dont vous le faites, hein, et on va basculer sur l'accompagnement que vous faites et tout ce qui a découlé en fait de l'investissement immobilier, c'est qu'en fait de le faire en famille. C'est pas en famille, mais c'est obligé que ça déverse sur le couple, sur la famille, sur j'imagine qu'à Noël, les anniversaires, c'est alors Dorine et Cyril, où vous en êtes. Les gens, ils attendent pas que tu te plantes. Hein, je pense pas qu'ils sont malveillants, mais si tu as des soucis sur un chantier, ils vont te dire ah mais tu vois, je te l'avais dit, hein, ou ils te disent rien, mais dans leur regard, tu sens que et en fait, dans ces moments-là, tu as envie que d'avoir des trucs, de dire écoute, dis-moi tes problèmes, on en parle, il y a peut-être des solutions. Tu as besoin de ce genre de discours. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles à des gens qui ont fait, qui sont câblés. Et c'est aussi pour ça, je pense que je fais une transition avec l'accompagnement. C'est qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut construire un petit peu, quand tu veux basculer dans l'entrepreneuriat immobilier, ce que vous avez fait un peu naturellement, c'est de faire un petit peu cet accompagnement. Et je pense que les gens, dis-moi un petit peu comment vous en êtes venu. Alors, j'ai peut-être dit 2-3 choses qui un peu trop, mais comment vous êtes venu l'idée de cet accompagnement? Est-ce que c'est devenu naturel? Parce que c'est un autre métier d'accompagner. C'est pas pareil. Quand tu fais toi, c'est toi. Mais pour les autres, attends, mais pourquoi il va pas visiter ça? Mais pourquoi il a chiffré comme ça? Et tu vois, il y a un côté frustrant. Tu vois, on n'en fait pas beaucoup notre accompagnement, c'est pas notre cœur de métier, mais on en fait. Et il y a des fois, il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Ouais. Non, mais je te rejoins complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé de quitter Paris et d'aller vivre tranquille avec notre cash flow des 3 immeubles. Sur les cocotiers de Metz. Non, à Metz, ouais, à Metz. Alors, en l'occurrence, on s'est rapproché de Metz pour finir les travaux du 3e immeuble. Et puis après, tu sais, de fil en aiguille, t'y restes parce que bon, c'est pas si mal. Voilà. Ouais. Bon. Et puis la vie est quand même moins chère qu'à Paris. Enfin, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est sûr. Donc, on était à Metz tranquille. Et donc, moi, j'accouche du 3e enfant. Première fois que je peux le pouponner, etc. Parce que les 2 premiers, moi, au bout de 2 mois et demi, j'étais retournée bosser, quoi. Donc, j'avais pas connu cette chose-là. Donc, j'ai eu mon 3e enfant. Au bout de 9 mois, les 9 premiers mois, je trouve ça cool. À partir du 9e mois, tu commences à... Tu dis, bon, j'aimerais bien avoir des interactions, là. Je m'ennuie un peu. Le chantier se termine. Cyril, qu'est-ce qu'on va faire après? Faut qu'on trouve un nouveau projet et tout. Puis Cyril, il était en mode, bah vas-y, on rachète encore un immeuble. Puis je suis, non, c'est bon. En fait, moi, j'avais cette impression que... En fait, tu vois, moi, ça m'excitait plus. Tu vois,
Enfin, t'es en mode, ouais, mais en fait, on va pas refaire encore une fois toujours la même chose. C'est soit on passe sur un building À la géant Donald Trump, à la Donald Trump, mais on va pas la refaire. Doreen Tower. C'est ça. Mais je voulais qu'on change de modèle, qu'on explore des nouvelles choses, tu vois. Je me suis Eh dit, oui. nous, franchement, la rénovation d'immeubles anciens, dans ma tête, on sait faire, tu vois. Je dis pas qu'on a encore toujours plein de choses à apprendre, on en apprend toujours, mais Ouais. tu vois, Non, j'aurais eu vous avez fait quand l'impression, même pas mal. Vous avez fait pas on en mal a quand même. fait 3, tu vois, Ouais. ça a duré 5 ans. Voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, on s'est posé la question, bah, soit on part sur un plus gros immeuble, plus gros chantier et tout. Mm. J'ai dit, écoute, j'ai envie qu'on développe d'autres compétences, d'autres choses, tu vois, qui vont plus m'animer. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un podcast. Pourquoi pas accompagner des gens. En fait, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre vie, tu vois, tu sais, c'est un peu bizarre, tu peux faire ce que tu veux. Puis en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on aime, c'est parler d'immobilier, quoi. Moi, je peux parler d'immobilier et d'investissement, mais des heures et tu m'arrêtes pas. Et je saoule tout le monde, je saoule tout le monde. Tous nos potes, ils en ont rien à faire. Moi, tu me lances sur un sujet, c'est parti. Tu sais, je suis la personne que tu peux plus t'arrêter, tu peux plus l'arrêter, quoi. Mais Donc en c'est fait, pour ça que le podcast est très bien pour toi. c'est ça. Donc en fait, je me suis dit, bah écoute, on va accompagner des gens. On va lancer un podcast, on va bien voir ce que ça donne. Et puis, on s'est lancé là-dedans. Et puis Vous voilà. avez fait le podcast avant ou l'accompagnement avant? C'est quoi que vous Alors, avez fait alors, on a commencé par le podcast en mars 2022. Ok. Et donc, on a fait le podcast pendant 6 mois, je pense, sans rien vendre. Juste en faisant le podcast, tu construis ton audience, tu apprends les réseaux sociaux. Moi, tu sais, j'avais même pas Instagram. Enfin, nous, Instagram, enfin, pour les entrepreneurs de nos jours, j'ai l'impression que c'est un peu la base, au moins LinkedIn ou Instagram. Enfin, il faut que tu sois quand même sur les réseaux sociaux. Ouais, Donc, exact. Ouais. on a découvert les réseaux sociaux, enfin, de s'y impliquer, de se faire connaître sur les réseaux. Enfin, c'est tout un truc. Donc, déjà, c'était un nouveau monde. Mais moi, c'était excitant pour moi parce que du coup, je découvrais des nouvelles choses. Cyril aussi, il était content. Tu vois, on développe d'autres compétences en fait en faisant autre chose. Et c'est ça qui nous plaît, nous, c'est tu sais, de l'amélioration permanente. C'est ça qu'on aime. Tu vois, de s'améliorer personnellement, c'est ça qui lui rend heureux, je pense. Non, mais on est d'accord. Et du coup, le podcast, là, vous avez construit, il s'appelle comment le podcast? Les investisseurs sereins également? C'est C'est ça. comme. Les investisseurs sereins partout. C'est simple. Bah, au moins c'est clair, au moins c'est plus facile. Mais du coup, vous l'avez construit comment? Vous avez interviewé quel type de personnes? Vous l'avez pensé comment? Un petit peu cette thèse de podcasteur. Alors moi, j'aimais écouter des podcasts en entrepreneuriat pendant le Ouais, confinement. ouais, Et j'aimais beaucoup quelques podcasteuses qui faisaient des épisodes courts et des épisodes longs. ouais, Et j'aimais beaucoup les épisodes courts, tu vois. Et donc en fait, je me suis dit, bah écoute, je vais faire du court pour commencer. Donc au départ, j'ai ouais. vraiment fait beaucoup, beaucoup de solos de C'est-à-dire 5, 10, 15 minutes? Ouais, ouais, entre ouais. 10 et 15 normalement. J'en ai vraiment fait une tonne. Et après, je me suis aussi rendu compte que pour faire connaître le podcast, il faut que tu interviewes des gens. Ouais. Tu vois, si tu es tout seul dans ton coin, c'est galère. Et donc, en fait, de rentrer dans le réseau des podcasteurs, de s'interviewer, tu vois, tu fais des interviews croisées, tu fais des... En fait, les gens, quand tu les interviews, ils partagent aussi sur leurs réseaux sociaux, ça fait venir du monde. Donc, en fait, Tout t'as à fait. Ouais. besoin de t'associer avec d'autres. Et j'ai aussi aimé ça. Mais au début, j'étais un peu timide. Tu sais, t'oses pas demander aux gens, est-ce que je peux Toi, t'interviewer? timide? Bah, au début, ouais, tu sais, je me suis dit, ah Ah non, ouais? mais non, non, je vais me prendre un refus, tu vois. Enfin, tu sais, Hmm. t'es un peu en mode. Mais Ouais. voilà, Bon, tu le fais une ou deux fois, après, tu te dis, ah, bah, si j'ai reçu un refus, c'est pas grave, il me dira une à autre mon avis, fois. à Puis mon voilà. avis, t'as cassé la glace là. Oui, voilà. Puis après, c'était bon. Et puis, en fait, j'ai aimé ça. J'ai aimé interviewer des gens. Tu développes ton réseau, tu découvres plein de Hmm. personnes. Là, je te découvre aujourd'hui. Enfin, Hmm. c'est vraiment chouette. Et puis même, il y a même des podcasteurs avec qui maintenant je me sens pote. Tu vois, Ouais, parce qu'on s'est ouais. vu dans la vraie vie à l'occasion. Ouais. Euh, Ouais. Non, mais voilà. souvent, les mecs qui font des podcasts, un peu, je me mets un peu là-dedans, mais qui font un peu d'IMO et qui ont envie un peu de faire connaître, de visibilité. Le podcast, c'est un super média pour ça. C'est un temps long. Faut pas croire que ça se fait un claquement de doigts. Mais par contre, c'est un temps long. On peut discuter et tu vois, les formats courts, c'est cool. Mais les interviews, les formats plus longs. Alors nous, tu vois, on s'octroie 1 heure, tu vois, en moyenne entre 50 et 1 heure d'enregistrement. Mais tu as du temps long. Tu peux découvrir les gens. C'est ça que en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, moi j'ai toujours écouté des podcasts de 3-4 heures, des Mathieu Stéphanie ou des Antoine BM, hein, des gens comme ça qui ont été un peu des précurseurs dans le milieu du podcast. Et c'est qu'en fait, je les écoutais comme. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'écouter la radio.
il y a 8 ans. Ouais, je sais pas, on est en 2024. Ah ouais, ça doit faire au moins 8 ans, 8-9 ans que j'écoute des podcasts. Ouais, j'essaie de calculer, mais bon, peu importe. Et du coup, j'ai arrêté d'écouter la radio parce que ça me nourrissait pas assez. Et les podcasts, format entrepreneuriat, immobilier, réno, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, tu les écoutes tous et tu les dévorais tous. On les dévorait tous. Hein. Donc, mais c'est un super format. Moi, j'adore en tout cas. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, finalement, j'ai très peu consommé de podcasts immobiliers parce Ah qu'en ouais? fait, on avait déjà acheté le troisième immeuble Ah quand oui, j'ai commencé à écouter des podcasts. Donc, ouais. j'étais déjà dans l'après dans ma tête. Qu'est-ce que je vais Et faire oui. après? Donc, en fait, au final, les podcasts IMO, je les ai découverts un peu comme ça en regardant ce que faisaient les autres, mais je les ai pas vécus pendant l'investissement, tu vois. Et du coup, alors cet accompagnement, alors c'est quoi? Vous faites des sessions? Comment ça se construit cet accompagnement pour vous? Alors, nous, moi, je vais te faire la pub de mon accompagnement si j'ai Vas-y. le droit. En Bah, fait, ouais, pas de règle chez moi. On Vas-y. a, on a mis en place un accompagnement ultra poussé. Nous, on s'est dit, on va faire. En fait, on a découvert. En fait, en vrai, hein, je te le dis honnêtement, au début, tu Ouais. démarres. C'est pas trop comment tu dois accompagner les gens. Tu vois, t'as pas de diplôme coach immobilier ou. Enfin, tu Ouais, vois, ça tu n'existe dois. pas, non. Voilà, Mm. tu dois t'y mettre. Mm. Au début, on a fait une plateforme de formation avec des vidéos parce qu'on s'est dit, tout le monde fait ça, donc du coup, faut le faire. Mm. Donc, on a fait notre petit truc. Après, je t'avoue, on s'est pas trop cassé la tête. On n'a pas regardé ce que faisaient les autres. On a fait notre truc à notre sauce, les petites étapes et tout. Comme ça, les gens, au moins, ils ont les bases. C'est comme si tu as Mm. tout déposé ton savoir sur une plateforme et tu te dis, bon, au moins, ça c'est posé, quoi. Donc, ça c'est fait. Et on a commencé à suivre les gens en groupe, mais on mettait tout le monde dans le même groupe. Donc, Ouais. tu sais, tu recrutais du monde, et puis tu avais tout le monde, et puis chacun avançait à son rythme. Je trouvais que ça pataugeait un peu. Tu vois, je sais pas si tu as déjà fait des coachings de groupe comme ça, mais Non, c'est. honnêtement, non. On a fait du one-one. Après, nous, c'est pas notre cœur de métier, donc du coup, on fait que du one-one. Mais parce qu'en fait, je pense que je vais te laisser développer, mais Ouais. on va être d'accord. Bah, en fait, ce qui s'est passé dans les coachings de groupe, c'est qu'il y avait un côté où tu sais, t'attends que les autres parlent, mais ça t'intéresse pas vraiment. Donc en fait, on avait au départ une formule mix. Coaching Mm. individuel et coaching de groupe. Ouais. Donc, c'était pas trop mal, mais les coachings de groupe, c'était un peu pas très efficace. Tu vois, mais Ouais. en même temps, les gens, ils étaient contents de savoir ce que les autres faisaient, tu vois. Il y avait un petit côté. Mais ça doit être l'inverse pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, sur 100% d'un accompagnement, tu dois avoir 80-90% de one-one et le reste de groupe pour avoir cette émulation. C'est parce que c'est important. Et quitte à le faire en physique, d'ailleurs, même mais bon, c'est plus compliqué. Ouais, Ouais, très difficile à mettre. C'est plus compliqué. Mais le ouais. top du top, c'est ça. Après, je sais pas, vous faites peut-être des week-ends immersifs ou des rencontres Non, immersives. non, non. Non? Alors, moi, l'organisation de ce genre d'événement, ça m'angoisse terrible. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là, tu vois. Ouais. Mais parce qu'on évolue, c'est le business, il évolue au fur et à mesure. Mais Ah nous, bah maintenant, je ouais. suis vraiment super contente de notre modèle. Parce que nous, au contraire, on fait 90% de collectif maintenant et 10% d'individuel. En D'accord. fait, parce qu'on a vraiment processisé tout le process de l'investissement. Donc, on Ok. a le premier coaching au départ, qui est un coaching individuel que j'appelle le coaching plan d'action. Parce qu'on se Ouais. dit, on va pas coacher des gens en collectif qu'on connaît pas hyper bien en individuel. Donc, en général, moi, je les ai eus en appel Mm. découverte pendant 1 heure et demie. Ouais. Cyril, il les a en coaching plan d'action pendant 1 heure et demie, 2 heures pour tout remettre à plat, leur budget, ce qu'ils veulent dans la vie, les objectifs, vers où on part exactement. Et une fois que tout est en place, là, en fait, on a mis en place des SAS collectifs en fonction de l'avancement dans l'investissement. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, le lundi, c'est coaching bonne affaire et t'as que des gens qui sont dans le même délire que toi au même moment. Et ça, c'est le truc que je trouve vraiment bien aujourd'hui, c'est que t'as que des gens qui visitent des immeubles. On fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des immeubles dans notre groupe, c'est pas un hasard. Ouais. Euh, Normal. normal. Et donc, en fait, vraiment, le lundi, on est concentré, on fait des analyses d'immeubles, des estimations de travaux un peu en live avec les photos, on regarde, on discute les découpes, les négociations. Donc ça, c'est que le lundi. Donc les gens, ils sont vraiment en émulation. Et en fait, on fait un peu comment on appelle ça, la gamification. Parce qu'en Mm. fait, ils n'ont pas le droit d'aller dans le deuxième groupe tant qu'ils n'ont pas trouvé leur bonne affaire. Donc en fait, ils gagnent le ticket quand ils ont trouvé la D'accord. bonne affaire C'est pour malin passer ça. au deuxième groupe. Donc ils sont Ah. tout contents. Et mercredi, on fait recherche de financement bancaire. Et là, tu n'as que des gens dans toute la France en train de chercher un financement bancaire. Donc tu es trop Ok. content. Tu vois les taux qui sont obtenus dans quelle banque, à telles conditions, etc. des autres. Donc en fait, les coachings collectifs ont du sens parce que tu parles du sujet qui t'intéresse sur le moment. Tu vois, c'est ça la vraie différence, tu vois. Et vous accompagnez sur une durée?
6 mois, 1 Ouais, an, comment vous êtes ouais, structuré, vous? ouais. Moi, j'ai compris que, en fait, t'as deux façons. Soit on voudrait vraiment être des requins et gagner beaucoup d'argent. À ce Ouais. moment-là, on ferait des coachings illimités. Parce que c'est la meilleure technique pour que les gens ne viennent jamais en coaching. Je sais pas si tu connais cette astuce marketing. Oh non, Oui. pas du tout, parce que tu vois, au niveau marketing, accompagnement, je pense on n'est pas non plus le top 1, donc Ouais. on t'écoute. Mais non, mais il y a les plus gros accompagnateurs. Enfin, il y en a des très gros qui Hmm. font ça. Club à vie. Et ben en fait, les gens, comme ils savent que c'est à vie, ils vont pas se bouger. Ils vont se dire non mais je vais m'y mettre, machin et tout, non 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 non. Puis en fait, Ouais, 2 ans plus tard, ils ont toujours pas commencé. Donc en fait, ah, t'as l'impression que tu achètes un truc de plus grande valeur, donc que tu peux faire un gros prix, mais les gens ne passent pas vraiment à l'action. Alors que si tu fais un truc vraiment limité et cher, quand même, bah en ouais, fait, les gens, bah, ils se bougent. Donc en fait, maintenant, on est sur 6 mois ou 12 mois. ouais. Et sincèrement, depuis qu'on a augmenté nos tarifs, les gens, ils sont en mode, maintenant, je vais au bout, tu vois. Ils se permettent pas. Au début, on n'était pas assez cher, tu vois. C'est qu'au début, quand t'es pas assez cher, en fait, les gens, ils s'impliquent pas assez. Enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a une grosse différence aussi. Peut-être que tu sélectionnes différemment les gens aussi, peut-être. Moi, Voilà. ce que je sais, c'est que les gens, s'ils ne payent pas, ils ne sont pas concernés. Ah, mais complètement. Et le truc, c'est qu'en fait, le montant est important, soit parce qu'il y a des montants psychologiques, mais c'est aussi la valeur que tu penses que ton accompagnement peut valoir. Il y en a qui sont à 2, il y en a qui sont à 5, il y en a qui sont à 10, mais si le mec il estime qu'il est à 10, alors il faut le justifier, hein, je dis pas le contraire, hein, je dis pas d'ailleurs que c'est bien ou pas bien, je dis simplement qu'il faut pouvoir le justifier la valeur. À aujourd'hui, il y a des gens, c'est pour ça que tu vois même sur le podcast, je m'interdis pas, mais j'essaie de ne pas trop interviewer cette caste, cette typologie-là. Il faut vraiment que je vois des gens qui soient dans la vraie vie, mais aussi qui a le monde un peu réseaux sociaux. Parce que les deux mondes s'affrontent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais parce que les deux mondes s'affrontent, là, comme ça, ils ne se comprennent pas. Mais moi, je pense qu'une chose, c'est qu'il faut avoir les deux pieds dedans. C'est aussi pour ça voilà, qu'on t'a identifié, on vous a identifié avec Cyril, parce qu'il y a cette notion de vraie vie aussi. Il y en a quand ils font que du marketing, ils sont que dans l'espace. Euh, moi, ça me dérange. Moi, ça me Bah ouais. dérange. Mais après, c'est le jeu des réseaux sociaux, hein, je dis pas le contraire, hein, mais il faut qu'ils aient un pied dans la vraie vie, quoi. Voilà. Mais donc, du coup, c'est pour ça que le prix est psychologique, oui, mais aussi il est crème aussi. Parce qu'il Ouais, y en a, exactement. il y en a qui sont rêveurs. Ouais. Il y en a qui sont rêveurs. Il y en a, moi en call, je dis, mais c'est impossible que je t'accompagne. Il y a pas de, je ne sais même pas si tu as compris l'intérêt d'investir. Bon, là, je suis Ouais. un peu cash, mais c'est un peu ça, quoi. Et moi, ce que je fais même, les Hmm. gens qui ont pas écouté le podcast, je les veux pas en client. Ah, mais toi, tu te sens bourgeoise et en plus, Mais oh non, là là! mais en fait, parce que je le sens tout de suite quand quand j'ai un Ah ouais. prospect au téléphone qui a écouté le Mm, podcast, mais en fait, il a mm, les bases, il a les bons réflexes, tac tac, il a ouais. compris ma façon de penser, tu vois. Et quand c'est des gens qui me connaissent depuis 2 semaines, ah, je t'ai trouvé sympa, j'ai pris un call avec toi. Et puis en fait, ils me disent des aberrations d'investisseurs et je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est des choses je me dis, non mais là, on part de trop loin. Tu dois tout expliquer. Je préfère que tu aies eu tout le contenu gratuit, que tu l'aies un peu t'aies compris l'état d'esprit avec lequel on fonctionne et on est en immobilier. Et comme ça, tu vérifies que c'est bien dans le même délire que tu es quand tu voudrais investir et que ça va être Donc, compatible avec nous, quoi. donc tu dis que les gens peuvent devenir entiers en 6 mois, c'est possible. Non, 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 ah non, ça met vachement de temps. Non, non. Nous, on a mis 5 ans et encore, je trouve qu'on a été rapide, hein. Mais après, il y a des gens qu'on accompagne qui vont le faire en 1 an et demi. Mais c'est parce que ça a plein de conditions pour devenir rentier, hein. Si c'est ton rêve, il y a plein de facteurs qui peuvent te permettre de le devenir rapidement. Mais il y a des gens, en fait, ils ont le doux rêve que ça va être facile, que ça va être en 1 an, en faisant de la location nue, tranquille, avec un immeuble, avec pas trop de travaux et un rafraîchissement. Je fais, non, mais les gars, Alors, si tu le fais en arrêtez. 1 an et demi, c'est que t'es un énervé. Quoi. Moi, c'est Bah, un peu c'est ça. l'expression. T'es un énervé, tu C'est. fais un gros Ah ouais. chantier, t'as du cash de côté, et en plus de Ouais. ça, tu veux faire de la location courte durée, et enfin, t'es en mode vénère. Mais il faut Ouais. vraiment, vraiment, vraiment le voir. Et en plus de ça, faut que tu te contentes d'un cash flow pas trop élevé. Parce que si avec 1 500 tu peux vivre et tu considères que t'es libre financièrement, ouais, pourquoi pas. Si t'es comme nous on voulait au moins 5 000, bah ça met un peu de temps à mettre en place 5 000 € par mois, tu vois. Ouais, ça met un peu de temps et tu dois avoir une gymnastique et tu dois aussi faire le cycle de l'investisseur. Moi, j'aime bien discuter avec les gens qui ont fait de l'acquisition, de l'exploitation
et qu'on revendu derrière. Parce que tu as goûté à tout le cycle de l'investisseur. Tu sais ce que c'est la revente. La revente, c'est comme une naissance, tu vois. On en parlait, c'est comme une naissance, c'est pareil. Donc, et l'exploitation, pour moi, c'est le plus difficile. Parce que acquérir, faire les travaux, meubler, quand tu en as fait 1, 2 ou 3 ou 10 lots comme vous avez fait, voire plus, tu te rends compte que c'est. Alors, je vais paraître un peu. Mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est l'exploitation, c'est tous les jours quotidien, le taux d'emmerde que tu gères au quotidien. C'est ça, en fait, qui est pour moi le plus dur dans l'immobilier. Et c'est ça aussi qui est chronophage et qu'il y en a qui abandonnent, qui se disent ah ouais, mais le locataire, il ne me paye pas, locataire si. Non, mais le locataire, oui, il est comme tout le monde, c'est un être humain. Il a ses moments où il est énervé, il a ses moments où sa femme le gonfle, son homme le gonfle, la vie, quoi. Donc il faut comprendre aussi la psychologie humaine quand tu fais de l'exploitation, et encore plus dans du Airbnb. Donc voilà, donc un peu moi c'est un peu comme ça mon discours auprès des gens de près ou de loin qu'on accompagne, que ce soit du clé en main ou en coaching, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Bah, c'est intéressant là parce que tu vois dans le club en ce moment on a des gens, ils ont acheté des biens déjà loués. Ça c'est un truc, hein. Acheter des biens avec déjà des locataires en place, ça c'est la galère parce que tu les as pas choisis. Souvent c'est des immeubles qui n'ont pas été entretenus et du coup c'est des gens qui sont là depuis 100 ans. Enfin j'exagère, ou en tout cas qui projettent d'y rester 100 ans. Et après nous, franchement je touche du bois. L'exploitation ça se passe plutôt bien, tu vois. Parce que nous on a 26 lots, on a 30 locataires. Donc en fait, on a très vite compris qu'on n'allait pas les gérer nous parce que sinon en fait on allait passer notre temps à le faire et on s'est dit bah en fait on n'a pas quitté nos métiers à Paris pour devenir gestionnaire d'un parc et passer notre temps à faire ça. Nous franchement on a cette chance, ça roule bien et on a quasiment tout sous gestion maintenant avec 2 gestionnaires différents. Même des gestionnaires calés en coloc? Alors oui, alors oui et non, c'est une très bonne question. Nous, on gère plus d'une centaine de chambres, donc la gestion de colocation, je te garantis que c'est. C'est pas la même. Il y a un des gestionnaires qui gère une coloc de 2, mais nous, on n'a pas des grosses colocs. On a des petites colocs. Donc, c'est quand même pas trop compliqué. On a des colocs de 2 avec une coloc de 2 avec chacun sa salle de bain et ses toilettes. Donc, il y a juste la cuisine à partager. Donc, tu vois, ça va. C'est pas hyper compliqué. Et on a 3 colocs, donc 2 de 2 et une de 3 dans un autre immeuble. Et celle-là, c'est la seule chose qu'on a encore en direct. Et par contre, on commence à déléguer juste état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, parce que souvent ça tombe pendant les vacances et ça nous arrange pas du tout. Donc c'est quand même pénible. Si en juillet-août tu peux jamais partir en vacances, c'est quand même un peu bidon, hein, c'est un peu pénible. Ouais, mais moi je peux te donner des hacks, hein, on en connaît plein, on sait comment faire, donc maintenant on a un peu l'habitude. Bah, en tout cas voilà, mais nous maintenant on a notre gestionnaire qui fait les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, et ça se passe. Mais après nous franchement la gestion ça se passe bien. Mais après c'est aussi parce que, enfin je le dis, c'est que nous on a fait des énormes travaux dans les biens. Enfin faut juste se rendre compte que les biens sont nickel de chez nickel au moment de la mise en location. Donc ça limite. Après des travaux, je préviens tout de suite. Les 6 mois suivants, il y a le service après-vente des petits problèmes que t'as pas vus pendant le chantier. Ça c'est normal. Quand t'as fini ton chantier et que tu commences à louer, les 6 premiers mois, ton téléphone il va sonner, c'est évident. C'est évident. Il y a forcément des joints qui n'ont pas été faits quelque part, un petit truc tu vois, qui t'a échappé, un chauffe-eau qui finalement marche pas, il fait du bruit, je sais pas quoi. Enfin, il y a forcément un truc. Mais une fois que tu as passé ce cap des 6 mois, 1 an après les premières mises en location, en général, ça se stabilise et il y a quand même moins d'appels. Nous, ça s'est passé. Non, mais alors je te le dis parce que nous, on fait plusieurs milliers et millions d'euros et on fait des travaux aussi et c'est exactement ce que tu dis. Et nous, même, je vais le dire, alors c'est pas pour vendre Tréma à la boîte de travaux, mais c'est pour vendre les concepts. C'est qu'en fait, nous, dans notre cahier des charges, on dit aux clients, on a 6 mois de SAV compris. Bah ouais, ça c'est indispensable. Bah ouais. On est investisseur, on sait ce que c'est. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de SAV ou en tout cas de problèmes à régler pendant les 6 mois. Donc pendant les 6 mois, les locataires comme les propriétaires, s'ils constatent quelque chose, on vient sans frais, sans rien, c'est nos équipes qui y vont. Et ça, c'est grandement apprécié parce que du coup, ça évite beaucoup de friction. Et surtout, ça permet de mettre en fond de roulement le système de la location. Et honnêtement, c'est comme accompagner un petit peu de finir en beauté les travaux, quoi. Ouais. Tu vois. Mais il y a aussi une chose que je voulais préciser, c'est que tu vois, les travaux, tu vois, en ce moment, il y a un peu la mode de faire les travaux soi-même. Alors, les travaux soi-même, alors tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que c'est super, mais sur les 2-3 premiers biens, voire 4, et encore, je suis large. Mais ensuite, si tu veux dupliquer, c'est
Et c'est pour ça que je dis aux gens, commencez à constituer votre équipe travaux dès le 2 ou 3, voire même le premier si vous voulez. Mais si vous voulez apprendre, faites les travaux vous-même. Mais parce que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la qualité des travaux sera jamais au rendez-vous qu'une entreprise travaux. C'est impossible. C'est une entreprise travaux qui fait ça tous les jours. Elle fait ça tous les jours. Donc voilà. Et donc du coup, moi j'ai fait mes travaux sur mes premiers apparts. La qualité n'était pas là. Et surtout, c'est que je l'ai payé à la revente. Le problème, il est là. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas d'ailleurs ce que tu en penses sur ça, parce que vous Alors, avez commencé déjà gros, donc peut-être différent. en fait, moi, ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de faire pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre du cas par cas, mais je te rejoins. Il y a des profils, ça peut être vraiment intéressant, qui commencent à mettre la main à la pâte. Après, nous, il y a des profils qui achètent direct un gros immeuble. Je dis, mais en fait, perds pas ton temps. Enfin, t'as autre chose à faire que t'amuser à faire de la peinture ou je sais pas quoi. Après, je suis d'accord. Ouais. Il y a des profils où ça peut être vraiment intéressant, par exemple, parce qu'il y a quand même des postes qui coûtent cher, genre par exemple la démolition ou la peinture, où tu peux te débrouiller et réussir à faire un peu baisser le budget pour les gens qui sont un peu ric-rac, et du coup ça peut améliorer un peu le devis, tu vois. Ouais, donc bien sûr. Ça va voir. Et puis après, tu as des gens où je considère, en fait, ils achètent un tout petit bien, ils ont un budget hyper serré, ils ont le père ou le grand-père ou le beau-frère, machin, nanan. Du coup, tu sais, ça fait un peu de travail d'équipe famille. Ok, à ce moment-là, trouvez un compromis, tu vois, faites les lecs et la plomberie par quelqu'un, et puis le reste, les placos, les machins, si vous savez faire, faites-le vous. Enfin, il faut trouver le compromis, tu vois, un peu. Non, mais tu fais bien de me reprendre, parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi. Donc, je veux pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si tu veux dupliquer dans l'immobilier et performer, constitue-toi ton équipe le plus rapidement possible. Par contre, bien évidemment, tes premiers biens, tu veux générer du cash flow, tu veux apprendre. Oui, bien sûr, fais toi-même, fais-toi aider par des collègues, mais entoure-toi quand même de copains un peu artisans qui t'apprennent aussi à bricoler. Parce que ce qui est bien aussi, et c'est pour ça que j'ai dit que les premiers, il faut les faire, c'est qu'après, moi, j'étais du monde travaux aussi. Donc, il y avait aussi. Mais du coup, tu sais de quoi va parler l'artisan sur tes prochains. Et ça, c'est important aussi. Ouais. Voilà. Donc, il y a ce bémol que j'apporte. Et d'ailleurs, Cyril n'a jamais rien fichu sur tous les chantiers. Le pauvre, il n'est pas là pour se défendre. Non, il a monté les meubles. Mais en fait, ce que tu peux aussi faire, si par exemple, tu n'es pas manuel et que ça te fait peur, machin, Cyril, lui, ce qu'il faisait, c'est il posait plein de questions. Tu sais, quand il venait sur le chantier, ah, mais du coup, pourquoi vous utilisez ça? Pourquoi vous faites ci comme ci? Nanana. Puis en fait, il discutait. Et en fait, je sais pas comment. Alors, Cyril a une excellente mémoire pour ces choses-là. Mais maintenant, il connaît les termes, il sait tout comment ça doit être fait. Et les gens, ils le prennent pour le connaisseur à chaque fois qu'il fait faire les visites. Alors qu'en vrai, techniquement, tu vois, il a jamais pris une pelle ou un marteau-piqueur ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il a tout le temps vraiment suivi aux petits oignons pour comprendre ce qu'il faisait, poser des questions, être sympathique avec les gens. Tu leur apportes le café au début tous les matins. Enfin, tu vois. Et tu rentres en relation avec les gens, ils te partagent leurs connaissances et t'apprends plein de choses, en fait. Non, mais l'IMO, c'est de l'humain. Les gens qui comprennent. Non, mais les gens, ils comprennent pas ça. Après, le profil de Cyril, peut-être, a aidé un peu plus aider. Mais quand tu fais 1 million de travaux, 26 lots en 5 ans, t'as une formation accélérée, quoi. Je veux dire, c'est. Non, mais voilà. Non, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, les artisans adorent ce genre de profil qui pose des questions, mais qui cassent pas les bonbons quand ils sont toutes les minutes derrière avec le marteau en disant non. C'est au fur et à mesure qu'on apprend. Ça, les artisans, ils aiment beaucoup, parler, échanger, transmettre. Ils aiment, les artisans. Ouais. Ouais, ils aiment leur métier. Hein. Les meilleurs aiment leur métier, les meilleurs. Bon, ok, Dorine. Bah, écoute, est-ce qu'on arrive vers la fin de l'épisode? Est-ce qu'on a évoqué tous les sujets ou est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on échange et que j'ai pas fait, j'ai oublié? Je passe à la trappe. Je sais pas. On n'a pas parlé de ma chaudière du 3e immeuble. Ta chaudière, vas-y. C'est quoi l'expérience de la chaudière? Parce que si tu veux en parler de ta Saunier Duval, tu peux parler de ta Saunier Duval, qui est une marque de chaudière de 40 ans pour les plus jeunes. Mais vas-y, parle-nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... parce que j'en parle parce que je sais que toi, tu es branché sur l'écologie, un petit peu sur la rénovation énergétique. La rénovation énergétique. Hein. Ok, voilà. Et en fait, il y a eu un énorme débat sur ce 3e immeuble parce qu'en fait, il y a une vieille chaudière qui date de 45 ans ou je sais pas combien, mais le vieux truc, le vieux machin, là, le mastodonte énorme. Et puis là, les gars, ils commencent tous à dire, enfin les gars, c'est les mecs du chantier, tu vois, voilà. Ils commencent tous à dire, non mais de toute façon, on va tout passer à l'électrique, on dépose tout, machin et tout. Mais en fait, déposer tous les radiateurs en fonte, ça coûte une fortune. Donc en fait, déjà, ils voulaient tous passer à l'électrique parce que c'est la mode de l'électrique. J'ai dit non, en fait, c'est niette. Il y a un réseau en place. On touche pas à mon réseau. C'est trop la classe d'avoir des radiateurs en fonte. Alors on reste sur les
radiateur en fonte. Et après, il commençait à dire, mais non, mais il faut qu'on change la chaudière. Et je fais, non. Ça fait 50 ans qu'elle fonctionne. Elle a fonctionné l'hiver dernier. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas cet hiver, tu vois. Donc, moi, j'étais relou. Mais tu sais, je suis la relou de service parce que je sais que ça coûte tout de suite 20 000 balles. Hein. C'était une chaudière à 20-30 000 balles. Hein. Donc, tu peux pas... C'est le... C'était gaz ou fuel, non? Au C'était gaz. Ouais. Gaz. Fuel, ouais, ça m'aurait étonné. Ok, gaz. Ouais, une grosse chaudière au gaz. Et en fait, tu vois, on a dû faire venir 5 ou 6 chauffagistes jusqu'à enfin avoir le chauffagiste qui dit non mais on peut la garder. En plus de ça, c'était une 2 Dietrich, tu sais, c'est les grosses. Ah oui, c'est la marque phare. C'est la marque phare des chaudières. C'est ça. J'ai les pièces pour remplacer, il y a juste ça à faire et tac, on fait la vidange totale du truc, on va réparer le truc, machin. Et après, on m'a dit, mais tu verras en consommation, c'est la catastrophe. Non. Je dis, attends, on va voir. Moi, ça m'intéresse de voir parce que moi, j'aimerais bien je veux voir les chiffres, tu vois, de ma consommation. Donc, on a fait le premier hiver et en fait, on consommait moins que là, l'immeuble dans lequel on est là, qui est un immeuble de 4 appartements qui fait grosso modo 400 mètres carrés. Non, il fait plus. L'immeuble, il fait 800 mètres carrés. Mais je pense que l'immeuble là, il consomme 4 fois plus en gaz parce qu'en fait, les gens, ils surchauffent. Et je sais pas, c'est une récente. Et tu sais, c'est les mamies qui veulent avoir 25 degrés chez elles, tu vois. Et en fait, nous, avec notre immeuble, avec les étudiants où on chauffe à 20 degrés, bah en fait, on n'a pas une note si astronomique que ça. Donc, je considère que changer pour changer, si ta note, elle est pas bonne... Enfin, là, je parle de la facture de gaz. Tant qu'elle est correcte, bah en fait, je la garde. Et du coup, je me suis battue pour ma chaudière et je l'ai gardée. En fait, ton analyse est bonne parce qu'en fait, je vais revenir sur mon expression, c'est que c'est la vraie vie du ressenti des gens. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as l'immobilier, tu as les chiffres et tu as le ressenti et le confort du locataire. Le confort du locataire, je fais juste une petite parenthèse, moi, sur mon ancien métier, c'est vrai que j'en parle souvent, mais moi, j'ai travaillé 10 ans dans un bureau d'études environnementales, dans le neuf. Et dans le neuf, tu avais 3 variables. Tu as le besoin de bioclimatique, c'est le bâti, la consommation d'énergie primaire, qui est le calcul des consommations que consomme ton bâti, et tu as le TIC. Le TIC, c'est quoi? C'est le confort du locataire, c'est-à-dire l'orientation, le soleil, bon bref, il y a plein de paramètres. Mais ça, c'est dans le neuf, quand les gens y construisaient. Mais dans l'ancien, ça commence à venir. En fait, le DPE n'est qu'une variable, c'est comme le CEP dans l'étude thermique pour les bâtiments neufs. Et on commence à parler du confort du locataire. Et en ce moment, on parle de sobriété énergétique, on parle de beaucoup de choses dans l'ancien. Pourquoi? Parce que le neuf doit se réinventer, est en cours de se réinventer. Mais dans l'ancien, il n'y a pas tout ça. Et ce que tu as fait, sans le vouloir ou sans le savoir, c'est qu'en fait, tu as dit, OK, c'est quoi le fameux chiffrage de consommation, ok, pragmatique, et le confort du locataire. Le confort du locataire, c'est 20 degrés, parce que les étudiants, ils chauffent à 20 degrés, et que voilà. Et toi, au niveau chiffre, au niveau consommation, où est-ce que tu en étais? Est-ce qu'il y avait besoin de changer ou pas? Non, t'as pas changé, t'as bien fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que, au-delà de l'aspect de cette chaudière qui coûtait 20 000 balles, c'est de dire, ok, combien, effectivement, la consommation j'ai à l'instant T, et combien a le confort du locataire. Et en fait, il n'y a pas plus. Et ensuite, si cette équation-là n'est pas remplie, bien évidemment, parce que tu l'as très bien dit, changer une chaudière, c'est pas que changer une chaudière, c'est changer tout le système, c'est démolir, replacer, remettre des réseaux. C'est lourd. En fait, en fait, c'est ça qui est agaçant, c'est que, enfin moi ça m'énerve, c'est que en fait ils me disent mais on a senti. pour améliorer mon DPE, change ta chaudière, mais j'en ai rien à faire de mon DPE. T'imagines le nombre de kilos de fonte à mettre à la poubelle? Le nombre de radiateurs qu'il faut reproduire. Alors, surtout si on me faisait passer tout en électrique, tu vois. Alors là, je me suis dit, c'est une aberration de faire tout ça. Après, il est en quel DPE énergétique nous, on n'a pas des bons DPE. Alors, ça, c'est un autre sujet parce que c'est centre-ville. Donc, tu sais, centre-ville ABF, t'as pas le droit de mettre des volets. Ah, les volets, ça fait perdre une lettre. Super. On avait fait des isolations, mais en fait, justement, à cause des radiateurs en fonte, les isolations de l'intérieur, en fait, si tu isoles ton mur, mais pas juste derrière le radiateur, en fait, il aurait dû falloir déposer les radiateurs, les isoler derrière. Et en fait, du coup, tu perds des points bêtement parce que tu as 1 mètre carré derrière le radiateur qui n'a pas pu être isolé. Alors, tu peux mettre des plaques fines. Tu as des solutions quand même d'isolation fine derrière les radiateurs en place. Mais du coup, ça compte pas. Mais après, moi, j'ai la conviction profonde et je sais pas. Comme c'est des petites surfaces, aujourd'hui, quand même, on a la vertu de loger plus de 15 personnes dans une habitation qui logeait qu'une seule famille ou une vieille dame. Donc, tu vois, il y a un moment donné, il y a le ratio aussi tête
par... Mais l'immeuble que vous avez fait découpé en 15 appartements, Ouais. et même ceux-là, ils sont en EFG? Non, on est max à E, je crois. Mais bon, c'est quand même pas top. Alors oui, je suis pas de la team E, je te cache pas, ça c'est Ouais. sûr. Moi, je suis la team ABCD, ça c'est sûr, et parce que c'est voilà. Mais par contre, E, c'est pas, faut pas non plus. Quand c'est à E, faut pas non plus crier au loup, quoi. E, déjà, on est en 2024, t'as 10 ans pour te mettre entre guillemets aux normes. Et comme tu l'as très bien dit. En 10 ans, il peut se passer. Alors, c'est à la fois court et long. Il peut se passer beaucoup de choses. La réglementation peut évoluer. Ils peuvent déjà repousser. Alors, j'y crois pas, mais il faut pas l'exclure. Je veux dire, ils peuvent repousser un peu plus tard. Il y a aussi une chose que l'on ne voit pas, c'est l'innovation technologique des produits. Parce que là, on t'explique, ok, tu es en secteur ABF, tu es en chaudière gaz, mais qui te dit que peut-être que dans 10 ans, tu auras une chaudière gaz, au lieu de 20, elle n'en coûtera que 10, qui t'en sais rien, l'innovation technologique. Donc, en fait, c'est un jeu aussi de vases communicants, de savoir où est-ce qu'on s'arrête. Alors nous, effectivement, notre concept, c'est d'amener tout à D, et on sait faire, il n'y a pas de sujet, voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je te propose, c'est de peut-être, voilà, à titre gracieux, de ce qu'on fait pour nos clients, tu me donnes deux logements, je te fais des DPO projetés, je te donne les recommandations à faire à l'instant T. Tu vois, rien que pour que tu aies une idée. Et pour te montrer qu'en fait, des fois, c'est rien et des fois, ça peut être beaucoup. Tu vois, ça peut être beaucoup. Mais parce qu'en fait, les gens en manquent. Ce que les gens, c'est l'accès à la connaissance de passer de E à D, de E à B et de E à C. Et, B et A, ça commence à devenir un peu plus touchy. Mais tu vois, pourquoi vous n'avez pas peut-être sur votre maison faire de l'ITE, l'isolation par l'extérieur, dans cette maison? Est-ce que vous l'avez évoqué? On n'a pas le droit, c'est ABF, tu sais, c'est les façades qu'on n'a pas le droit de toucher aux ABF. Et j'allais terminer sur ce point, c'est l'évolution réglementaire où les ABF vont devoir se muter, leur mode de pensée, leur mode de réfléchir leur PLU sur les contraintes environnementales. On peut pas, à un moment donné, les ABF, faut qu'elles se réveillent. D'ailleurs, j'espère qu'un jour elles nous écouteront. Qu'à un moment donné, il faut, oui, respectons l'écologie, oui, respectons les ABF, mais en cohérence avec les objectifs que les politiques de 2030-2050 et de façon, et je veux pas te faire de politique, mais que les contraintes politiques qu'on nous environnemental mis par les politiques, c'est plutôt ça, qu'on nous donne les moyens en tant qu'investisseur, entreprise travaux. Il faut que les gens se réveillent. Voilà. Donc 2034, ça vous laisse le temps de temporiser et de voir. C'est pas négatif. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, il y a le chauffage urbain qui est en train d'être mis en place. Donc en fait, il y a aussi l'option. C'est génial ça. C'est ça. Il y a l'option de se dire, le jour où elle lâche, on se connecte au chauffage urbain, tout simplement. En fait, chose qu'on pouvait pas faire il y a quelques années. Mais dis quoi, Dorine, je te parie un resto que tu passeras en D. Parce qu'en fait, le chauffeur... Et d'ailleurs, il faut reboucler les DPE avec ton diagnostiqueur, si tant est que ce soit un copain, sinon il va te le faire payer. Mais du coup, tu verras que tu passeras à D en chauffage urbain. Nous, à Montpellier, Montpellier est assez précurseur comme Grenoble sur des chauffages urbains. Et je te garantis que oui, il y a des résidences où on fait investir les gens sur des bâtiments avec chauffage collectif gaz. Ils sont en chauffage urbain, on gagne des points d'émission carbone, de kilowattheure par mètre carré. Et tu vois, donc c'est aussi quelque chose que j'avais pas pensé, mais ça en fait partie. C'est aussi les politiques, les locales qui mettent en place des structures pour pouvoir réduire les émissions carbone. Voilà. Donc, tu vois, c'est un sujet très vaste. C'est passionnant. Je peux en parler des heures. Ouais, c'est un sujet d'avenir, en tout cas. C'est un sujet d'avenir. Ouais, bon, voilà. En tout cas, le mot de la fin a été très, très long, mais en tout cas passionnant. En tout cas, j'espère que... Où est-ce que les gens peuvent te rencontrer, te voir Alors, il y a Instagram, c'est la plateforme sur laquelle on est le plus présent, donc les investisseurs sereins. Et puis, il y a le podcast où c'est là que je donne tout mon contenu sur l'immobilier 2 fois par semaine actuellement. Donc, c'est costaud. Voilà. Bon, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dorine. J'ai beaucoup apprécié l'échange. Quelqu'un d'avoir alors un couple, j'ai pas vu Cyril, mais en tout cas, j'imagine qu'il est aussi solaire que toi et ça fait plaisir. Pour des gens du Nord, c'est magnifique. Non, mais voilà, merci à toi et à tous les éditeurs. N'hésitez pas à aller voir les investisseurs sereins de Cyril et Dorine sur leur page Insta, les investisseurs sereins, le podcast aussi qui porte le même nom. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clé en main. Donc je vous dis à très vite. Ciao.